Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire Finance Innovation, aujourd'hui dédié aux crypto-assets, currency, fonds, indices et utilisation des technologies blockchain au service de l'investissement. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir en introduction de cette séance Simon Pollereau, président qui va qui fera une keynote sur un état des lieux et les dernières news autour de la problématique blockchain et crypto. Simon Pollereau, président de l'ADAN, Association pour le développement des actifs numériques. Et à la suite de la présentation de Simon, nous aurons le plaisir de vous proposer d'en savoir plus sur l'offre de 5 fintech membres du pôle Finance Innovation. Toutes ayant des activités autour des cryptos, de la blockchain. Et donc, nous recevrons dans l'ordre alphabétique DeFi Labs, représenté par Olivier Chevillon, son CEO, suivi qui offre la possibilité à des particuliers HNWI, des family office et des institutionnels d'investir dans des actifs numériques en crypto et également via des stratégies basées sur des tokens DeFi, suivi de Fragmotion, représenté par Daniel Ivanier, son CEO, qui propose une plateforme blockchain pour optimiser et réduire les inefficacités de gestion post-négo des dérivés, notamment des dérivés OTC. Donc là, c'est un usage de la blockchain sur un segment d'investissement qui est un peu plus niche que le segment général equity et fonds, avec des problématiques qui gèrent les problématiques de réconciliation entre contreparties, les calculs d'événements des cycles de vie des transactions et la connexion à l'ensemble des parties prenantes des échanges OTC. S'en suivra Tanguy Le Calvez, donc de Going Invest, qui offre une proposition d'investissement obligataire basée sur des stratégies indicielles, ainsi qu'une plateforme d'exécution propriétaire. Puis viendra Napoléon Group avec Arnaud Dartois, qui nous parlera plus spécifiquement de Napoléon Crypto. Napoléon qui a 3 offres globalement: fonds d'investissement, manage account avec stratégie propriétaire et plateforme de copy trading plus orientée retail, donc ouverture de marché assez vaste, pardon. Et enfin, notre dernier intervenant, Neo Invest, propose des services de déploiement de stratégie au service des acteurs de la gestion, asset manager, et nous parlera plus spécifiquement d'un partenariat avec une plateforme basée à Los Angeles, Trading Crypto, avec qui Neo Invest est sur de l'accompagnement sur des stratégies de trading crypto. Merci à vous, cher public. Vous êtes nombreux aujourd'hui pour cette heure que nous allons passer ensemble. Et je vais passer maintenant la parole à Simon Pollereau. Simon, à toi, pour une overview sur ce segment d'investissement, crypto-asset, crypto-currency. Simon, à toi. Merci. Merci Vincent. Alors, je relance le partage. Non, c'est toi qui t'en occupes, c'est parfait. Bonjour à tous. Merci pour cette opportunité de présenter rapidement le marché des cryptoactifs. Alors, c'est un sujet très vaste. En 10 minutes, on va toucher les sujets et bien sûr, on sera à la DAN et je pense aussi les participants de la réunion seront ici pour vous donner d'autres éléments complémentaires plus tard. Mais commençons tout de suite, du coup, sans plus attendre. Je commence rapidement par présenter l'association. Donc, je suis le président et délégué général de l'ADAN, créée en janvier 2020. Une association qui compte aujourd'hui 70 membres à peu près, toutes entreprises dans le secteur des cryptoactifs. Donc notre objectif, c'est de rassembler les professionnels du secteur et de faire exister aussi au niveau public cette industrie nouvelle des cryptoactifs au sens large. Donc on pense évidemment que les cryptoactifs vont apporter des améliorations structurelles à l'infrastructure économique et font naître de nouvelles activités innovantes. Et donc on est là pour accompagner ce mouvement et faire en sorte qu'en France, on ait un secteur important dans ce nouveau domaine qui est stratégique pour le développement du futur de la finance. Très rapide, évidemment, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir notre site internet, adan.eu,
Et voilà, donc on fait évidemment beaucoup de travaux et beaucoup de communication à l'extérieur. Tout ça est publié sur notre site internet, donc je vous engage à aller voir si vous êtes intéressé. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc les cryptoactifs, évidemment, c'est le sujet de cette présentation. C'est une très vaste gamme d'actifs qui a en fait, on peut dire qu'ils ont seulement quelques caractéristiques en commun, qui sont dus en fait au support d'investissement sur lequel ils sont enregistrés. Donc pour l'instant, c'est la blockchain qui permet de réaliser ces caractéristiques et de donner en fait ces points communs à tous ces actifs. On pourrait imaginer d'autres technologies dans le futur, mais pour l'instant, évidemment, on parle d'actifs enregistrés sur support blockchain. Et ce support, il permet de garantir donc les caractéristiques fondamentales qui sont d'une part la permanence d'actifs purement numériques, leur unicité, ce qui est vraiment une des grandes révolutions, puisque par nature, le numérique est duplicable. Donc, le support blockchain permet d'assurer que l'actif numérique va rester unique et qu'il ne pourra pas être dépensé deux fois, ni dupliqué. Et puis, il peut être appréhendé directement, sans intermédiaire, et ça, c'est aussi une des grandes caractéristiques des actifs sur blockchain. Une fois qu'on a défini ces grandes caractéristiques de base, on a une très très grande variété d'actifs en réalité qu'on peut détailler. Je vais donner quelques éléments rapides. Évidemment, les plus connus sont les tokens de protocole ou aussi appelés crypto-monnaies. On a les utility tokens, des tokens qui sont émis par un projet avec une utilité particulière. Les objets numériques ou NFT, appelés NFT, donc ça ce sont des objets qui sont non fongibles, c'est-à-dire qu'ils représentent un seul actif, à l'inverse évidemment d'un bitcoin ou d'un autre utility token, puisqu'on peut les interchanger entre eux. Les stablecoins, bien sûr, gros sujet récent, les tokens de DAO, j'y reviendrai plus tard, et bien sûr tout ce qui est représentation de titres financiers sur blockchain, c'est aussi un gros sujet important de l'industrie. Donc ça, c'est un peu un aperçu rapide. On a construit autour de la DAN une taxonomie autour de ces cryptoactifs, autour de grandes caractéristiques. Et peut-être deux caractéristiques importantes à avoir en tête quand on aborde les actifs numériques. C'est qu'il existe des actifs numériques qu'on va appeler natifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin en fait d'être reliés à un cas d'usage existant dans le monde réel, un actif existant, pour avoir une valeur, pour pouvoir être utilisé. Et puis, les actifs qu'on va appeler les actifs tokenisés, c'est-à-dire des représentations sur un support blockchain d'actifs préexistants. Les deux coexistent, en général, sur les mêmes supports, donc sur essentiellement des blockchains publiques. Mais ils ont des caractéristiques assez différentes et ils ont aussi des fondamentaux assez différents, puisque évidemment l'actif tokenisé aura les mêmes fondamentaux de valorisation que l'actif d'origine, alors que le cryptoactif natif, il a d'autres caractéristiques qui rendent parfois son évaluation un peu plus compliquée. Bien sûr, vous savez tous qu'il est très compliqué de donner une valeur à un actif comme le Bitcoin ou l'Ether, bien sûr, mais c'est aussi le cas des actifs applicatifs, c'est-à-dire qui sont natifs à la blockchain. Une deuxième grande distinction qu'on peut faire, c'est entre les actifs, et je l'ai déjà évoqué, les actifs fongibles, donc interéchangeables entre eux, et puis les actifs non fongibles qui sont uniques par essence, soit parce qu'ils désignent un actif, un objet en particulier en dehors de la blockchain, soit parce qu'ils sont eux-mêmes un objet unique sur la blockchain. Vous avez peut-être entendu parler de la levée de fonds annoncée aujourd'hui, je crois, de Sorare, qui tokenise des joueurs de foot sur la blockchain. Donc là, on est complètement dans le cas d'usage non fongible. Donc voilà, cette taxonomie, elle n'est pas encore publique sur le site, mais on va la sortir très bientôt. Et on sera ravis d'avoir des commentaires, évidemment, du marché aussi sur ce sujet-là. Là, je vais passer très vite. L'idée, c'était de représenter très rapidement un peu les couches un peu sur lesquelles sont représentés ces actifs aujourd'hui. Donc là, c'est une petite parenthèse technologique, on va dire. Ce qui est important peut-être de voir, c'est les couches d'au-dessus. Donc on a le protocole de consensus qui permet en fait d'avoir un registre unifié et distribué dans le monde entier. Donc c'est ça qui permet en fait de faire exister ces actifs puisqu'ils sont inscrits sur ce registre unifié. Et puis on a une logique, une business logique, on va dire, des smart contracts qui permettent de réaliser les transactions
complexes ou simples sur le réseau lui-même, ce qui permet de créer les produits et les actifs. Voilà, alors ça je vais passer rapidement, mais c'est une slide qui fait la distinction entre les transactions simples et les transactions complexes, c'est-à-dire les smart contracts sur lesquels sont construits les cas d'usage les plus complexes dont je vais parler maintenant. Alors, rapidement sur le marché aujourd'hui, vous avez dû entendre parler récemment du Bitcoin, puisque le prix a beaucoup remonté, mais c'est une tendance de fond en fait sur l'ensemble du secteur des cryptoactifs. Donc très rapidement aujourd'hui, il existe un peu plus de 7500 cryptoactifs. Ce sont des chiffres de janvier, donc déjà un petit peu obsolètes, mais donc à peu près 7500 cryptoactifs, plus d'un milliard de market cap, plus de 1000 milliards de market cap, donc un billion en anglais, un billion pardon en français, un trilliard en anglais, et à peu près 300 plateformes d'échange existantes. Donc c'est une tendance à la hausse depuis je dirais, la création des cryptoactifs, avec évidemment des cycles de marché qui peuvent être parfois assez violents, comme vous le savez, mais en tout cas, un secteur qui est en constant développement en termes d'usage, en termes d'actifs depuis sa création. Ça, c'est une slide sur laquelle je vais passer rapidement, qui montre un petit peu les performances récentes des cryptoactifs qui ont été assez exceptionnelles, en ce qui concerne notamment les principaux Bitcoin, Ethereum, mais de façon générale, les cryptoactifs ont eu des performances assez exceptionnelles. Mais reste quand même, et ça c'est une slide qui est un peu vieille, mais je pense que l'ordre d'idée reste relativement intéressant, c'est pour montrer la taille du marché des cryptoactifs par rapport à la taille des marchés financiers traditionnels. Donc on est encore sur quelque chose qui a beaucoup de marge pour grandir, et puis aussi un mouvement de fond qui est cette rencontre entre les deux marchés avec la création des security tokens. Un petit point quand même géographique pour dire que en Europe, en France aussi, on est un tout petit peu en retard dans le développement du marché. Donc on espère bien sûr compenser ce retard dans les prochains mois, années. Mais aujourd'hui, c'est un marché qui est dominé au niveau des volumes sur les plateformes d'échange notamment, mais c'est un indicateur parmi d'autres, par des acteurs américains et asiatiques. On a quelques acteurs européens qui commencent à prendre de l'ampleur, mais voilà, en termes de développement de marché, on est un ou deux cycles en retard par rapport malheureusement à ces marchés européens, américains et asiatiques. Donc on espère pouvoir remonter rapidement et rattraper ce retard. Ça se retrouve évidemment dans les investissements, avec l'essentiel des fonds qui investissent, qui sont au fait et qui investissent dans ces cas d'usage innovants, qui sont localisés aux USA, en Chine, en Suisse, au Royaume-Uni. Et puis on a 22% qui est tout le reste du monde. Donc là-dedans, évidemment, il y a toute l'Europe, il y a la France, qui malheureusement ne mérite pas d'apparaître là. On le voit, nous, évidemment, à travers les membres de la DAN, où c'est parfois difficile de trouver du financement. C'est quelque chose qui est en train de changer. On l'apprécie, on trouve ça très intéressant. Mais voilà, on est quand même sur un marché qui, malheureusement, c'est pour l'instant beaucoup développé aux États-Unis et en Chine. Maintenant, grande tendance de l'industrie aussi, c'est les acteurs traditionnels qui viennent en fait sur le marché. Donc voilà, là on voit la Société Générale évidemment en France, mais vous avez tous entendu parler de Tesla, PayPal, Visa, etc., qui sont en train vraiment de développer des produits et de créer des produits d'investissement sur le marché. Voilà. Maintenant, très rapidement, sur les cas d'usage principaux et sur les grandes tendances, avant de passer la parole. Donc, les cas d'usage, ils sont très larges et je ne vais vraiment pas décrire cette slide qui est assez touffue. Mais on a les cas d'usage qu'on va considérer comme établis, c'est-à-dire sur lesquels il y a des grands volumes, des chiffres d'affaires extrêmement importants et sur lesquels on a de la croissance extrêmement forte en ce moment. Donc, c'est sur les protocoles eux-mêmes, tout ce qui est marché, pseudo-marché, la sécurité, la donnée et bien sûr la maintenance de ces réseaux. Puis on a tout ce qui est émergent, c'est-à-dire tout ce qui utilise les technologies blockchain à plein. Et là-dessus, on est sur les mots-clés un peu à la mode, la DeFi, les DAO, les stablecoins, etc., etc. Et je vais tout de suite passer à la slide d'après
Cette présentation sera mise bien sûr à disposition de ceux qui le souhaitent pour rentrer un peu plus dans le détail. La DeFi, alors vous avez sûrement entendu parler du mot-clé DeFi, donc ça veut dire finance décentralisée. Concrètement, l'idée, c'est d'utiliser les supports de blockchain public ouverts à tous, et sur lesquels chacun peut déployer son cas d'usage pour réinventer un petit peu la finance et en faire quelque chose de plus transparent, de plus ouvert et de plus contrôlable, auditable plutôt que contrôlable d'ailleurs. Et c'est un secteur qui est en plein boom, donc on est en termes de valorisation sur des valeurs qui ont dépassé maintenant qui ont dépassé un instant d'ailleurs les 40 milliards de dollars, mais on est autour de 37 aujourd'hui. C'est un secteur qui n'existait pas du tout il y a un an, donc on est sur une croissance assez importante et sur lequel il y a énormément d'innovations et d'investissements qui sont réalisés en ce moment. Donc concrètement, tous les aspects de la finance sont réinventés sur des supports blockchain directement. Les NFT, je l'ai évoqué récemment, donc ce sont les objets uniques sur blockchain. Là, on a un énorme marché qui se développe autour des collectibles, donc les objets de collection, que ce soit des objets artistiques ou des objets dans le jeu vidéo, jeux à collectionner, etc. C'est le premier cas d'usage le plus simple et le plus évident des NFT, mais la possibilité de représenter des actifs uniques sur blockchain, ça ouvre évidemment une variété de cas d'usage assez exponentielle. Donc on voit ça en grande tendance de développement dans les prochaines années. La dernière chose, et je vais finir là-dessus, c'est les DAO. Non, il y a aussi les stablecoins. Je vais parler des DAO très rapidement, qui sont les structures décentralisées sur blockchain. Donc ça, l'idée, c'est de reconstruire en fait une structure de gouvernance d'un projet directement en utilisant les smart contracts et les tokens pour prendre des décisions. On a vu, c'était une idée assez ancienne, il y avait une première implémentation qui avait été tentée il y a quelques années. On voit l'idée ressurgir et être beaucoup utilisée en fait en conjonction avec les autres projets, donc avec des projets de DeFi, avec des projets de NFT. Ces projets-là sont gouvernés souvent en fait par des DAO. Et donc, ce sont des structures décentralisées, semi-décentralisées, qui utilisent la blockchain aussi pour prendre des décisions. Je finis du coup avec les cas d'usage plus de convergence avec la finance traditionnelle. Les security tokens, bien sûr, qui se développent. Donc là, l'idée, c'est la représentation des titres financiers sur blockchain. On a toujours des obstacles réglementaires avec des régimes d'expérimentation qui sont proposés à l'Europe, mais on espère que tout ça va pouvoir avancer un peu plus vite que ça ne l'est pour l'instant. Et puis, le dernier gros sujet, c'est le sujet des stablecoins. On en parle beaucoup en ce moment. Il y a eu bien sûr Libra qui a un peu donné le coup de pied dans la fourmilière, mais on a un développement exponentiel des stablecoins privés aux États-Unis en ce moment, avec plus de 40 milliards de stablecoins déployés, des positions européennes peut-être plus protectrices, qui posent question d'ailleurs dans l'écosystème. Et le stablecoin, c'est bien sûr la représentation d'un euro, d'un dollar sur une blockchain publique, ce qui permet du coup d'avoir un usage exponentiel, de pouvoir utiliser notamment avec les cas d'usage de DeFi, de DAO, de NFT, etc. Et donc finalement d'étendre à cette nouvelle finance, d'étendre les cas d'usage de cette nouvelle finance et de lui permettre d'utiliser cette valeur stable par rapport aux valeurs blockchain qui ont évidemment tendance à bouger de façon beaucoup plus difficile à contrôler. Voilà. Je vais clôturer comme ça. Donc simplement, je pense que ce qui est important à avoir en tête, c'est que le momentum est là sur les cryptoactifs et les crypto-paiements. On a énormément de nouveaux marchés qui s'ouvrent, une concurrence très forte qui existe d'ores et déjà aux États-Unis. Donc il y a besoin d'être très volontaire et d'être très innovant aussi en Europe. Mais on dispose de nombreux atouts en Europe et en France en particulier, avec un secteur financier très fort, des entrepreneurs motivés, de très bons ingénieurs. Donc tout est là pour développer le secteur et faire de la France un terrain d'innovation favori des cryptoactifs. Voilà. Bien, merci pour votre attention. Merci Simon. Donc, comme on l'a vu, donc un marché vaste. Je vais tout de suite passer la parole à Olivier Chevillon. Et pour chacun d'entre vous, j'aurai 3 questions, des questions qui sont relativement simples. Vous disposez chacun de 12 minutes. On va peut-être du coup un petit peu déborder.
le besoin auquel vous répondez, votre proposition de valeur répond, comment votre offre, vos solutions s'imbriquent et dans le métier de vos clients et de quels clients. Et enfin, la troisième question qui est une question sur les problématiques de complexité, de maturité, d'innovation. Quel est votre facteur innovant, enfin d'innovation que vous souhaitez mettre en avant? Olivier, je t'en prie, je te passe maintenant la parole. À toi. Le micro. Hop. Tout d'abord, merci Simon. Très, très bon résumé de ce qui se passe en France et de façon plus globale. Vous m'entendez ou pas? Oui, fort et clair. Fort et clair, oui. En fait, donc nous, notre ADN, c'est DeFi Labs, ce qui est Decentralized Finance Labs. Et donc, en fait, il y a deux côtés. Il y avait d'un côté la passion pour l'univers de la blockchain et de la crypto. Et de l'autre, un côté très personnel qui est, moi, je viens du monde anglo-saxon. J'ai travaillé toute ma vie dans l'univers quant, hedge fund. Et donc, c'était l'univers de tout ce qui est quantitatif. Et donc, pour nous, notre ADN, c'est un truc où on est passionné, la blockchain, mais une approche très scientifique, on veut que ce soit data-driven, un peu comme ce que fait CFM en France au niveau traditional asset ou, en ce qui me concerne, des modèles comme Two Sigma ou WorldQuant, qui sont des entreprises qui font de la data pour les services financiers. Donc ça a été un peu notre ambition, c'était de créer quelque chose d'un peu différent, qui soit vraiment science-based et sur un univers très particulier sur lequel on était vraiment passionné, qui était l'univers de la blockchain et de la crypto. Donc nous, ça ce qu'on a essayé de faire. Après, on a eu un angle un peu différent. Donc le besoin, c'était, pour nous, c'était créer un produit différent de ce qui existait, c'est-à-dire pas un produit discrétionnaire, pas un produit simple, mais un produit exactement ce qu'on trouve dans l'univers des gros hedge funds à Londres sur des actifs traditionnels. Donc, créer des pipelines de data avec plein de features, avec plein de tous les buzzwords qui vont être big data, machine learning, mais qui constituent une réalité pour l'univers de la finance traditionnelle, mais cette fois appliqué à l'univers de la crypto. Et donc, ça a été notre approche. Et là-dessus, l'objectif pour nous, c'était pas de se focuser sur le retail. L'univers des particuliers, c'est un univers très particulier qui n'était pas du tout notre focus. Nous, c'était être en mesure de fournir à des clients institutionnels les types de produits auxquels ils sont habitués dans les univers traditionnels. Donc, pas nécessairement quelque chose qui va vous faire 900% une année quand le Bitcoin fait 400%, mais plutôt d'avoir des produits USDT benchmark qui permettent à un client d'avoir un risque contrôlé et donc de pouvoir investir de façon assez saine par rapport au référentiel auquel il est habitué. C'est-à-dire personne dans l'univers traditionnel n'a l'habitude de drawdown à 40-50%, sauf si vous investissez en long only sur de la tech US ou de la biotech. Donc en fait, nous, on avait une approche qui était très ciblée, c'est-à-dire clients institutionnels, ce qui fait qu'actuellement, nos clients, c'est pas du retail, c'est des fonds de fonds crypto, voire certains high net worth individuals, mais c'est vraiment du professionnel, des gens qui sont habitués à des produits financiers avec un certain nombre de paramètres qui vont être risque contrôlé, drawdown limité et très bon rapport entre les rendements et le risque. Donc, focus plus sur tout ce qui est inefficience de marché, plus que focus sur essayer d'attraper un trend sur lequel, en fait, il s'agit plus de jouer sur du long only. Donc, nous, on est vraiment une boîte de technologie, plus encore qu'un asset manager actuellement. Donc, en ce sens-là, c'est un peu différent. On s'imbrique avec essentiellement des institutionnels, fonds de fonds crypto, certains crypto-lenders dont on va gérer une partie de leur trésorerie. Donc, vraiment des professionnels qui cherchent à avoir une gestion du risque très
contraintes. Donc ça, ça a été notre problématique. Et la troisième question, c'était quoi exactement? J'ai oublié. Alors, la première question, donc le besoin, comment vous adressez le marché, et tu as en partie répondu à la troisième question, c'est le caractère innovant et la complexité de votre offre. Donc, en évoquant le science-based et l'application de ce qui peut se faire en parallèle, enfin, dans l'univers des hedge funds à votre mode de gestion et d'exposition, cette troisième question, complexité, maturité, adoption, je te propose de compléter cette réponse. Et peut-être d'illustrer également votre univers de placement à travers le slide. Enfin, c'est toi qui vois, mais je dirais, voilà, pour… C'est bien le slide, justement. Mais en fait, quand on va voir le slide, en fait, nous, notre focus, ça a été viser de l'institutionnel, pas du retail. Parce que le retail cherche avant tout du rendement, plus un profil de lottery ticket, donc qui cherche à avoir des très gros rendements d'une certaine façon, sans prendre en compte trop la notion de risque. Nous, ça a été des acteurs traditionnels. Après, notre focus, c'était une gestion du risque, et ce, quel que soit le cycle de marché. C'est-à-dire que là, par exemple, les cryptos ont un peu baissé, enfin, ont eu 2 séances de baisse assez violentes. Ce qui est important pour nous, c'était d'avoir, dans ces cadres-là, mais en fait, on a gagné de l'argent. On n'en a pas perdu. Et après, comment on fait ça? Eh ben, c'est tout l'enjeu de la finance quantitative avec de la modélisation, chercher beaucoup de types de données différentes. Donc, ça va être ce qui est vachement intéressant sur tout ce qui est crypto, c'est qu'il y a toutes les données traditionnelles qui vont être des données prix, volume. Il va y avoir aussi un certain nombre de choses qui ne sont pas disponibles. Donc, il y a prix, volume, il y a sentiment, parce que ça, à travers tout ce qui est tweet, etc., on peut récupérer de l'information. Donc, ça, c'est intéressant. Mais c'est ce qu'on trouve déjà dans l'univers traditionnel. Et en plus de ça, il y a un certain nombre d'informations qui sont propres à la blockchain, comme par exemple tout ce qui est nombre de user unique, enfin nombre d'adresses, etc., hash rate, blablabla. Donc il y a un certain nombre d'informations qui sont propres à la blockchain, qui permettent de créer des modèles un peu plus riches et de récupérer différents types d'informations qu'on n'a pas dans d'autres classes d'actifs. Et donc en fait, ce qui y avait de vachement intéressant, c'est qu'on avait accès à beaucoup plus de données avec une granularité plus importante et de façon ouverte, beaucoup plus ouverte que ce qu'on peut avoir dans les univers traditionnels. Et donc, la qualité du travail qu'on peut faire en data science est vraiment important. Beaucoup plus, je veux dire, il y a beaucoup de valeur qui peut être créée. A fortiori dans un univers qui est encore très jeune et dans lequel la plupart des gens, et on peut avoir des gens très brillants, mais créer un produit financier, c'est un travail assez complexe qui demande compréhension de data, compréhension de quelles sont les hypothèses que vous utilisez pour faire des modèles. Ensuite, savoir quelles sont les variables sur lesquelles vous souhaitez optimiser un modèle, savoir comprendre pourquoi votre modèle il peut être bon ou mauvais. Et donc, en fait, ça suppose avoir des modèles d'exécution parce qu'actuellement, les exchanges proposent des services sur tout ce qui est exécution qui sont très faibles. Donc, c'est tout un travail, toute une chaîne de valeur sur lesquelles, en fait, il y avait beaucoup d'éléments qu'on pouvait recréer et qui, indépendamment, chacun faisait pas mal de valeur et qui combinaient créaient vraiment beaucoup de valeur. Et donc, c'est là-dessus où, en fait, on a porté beaucoup de nos efforts. Et c'est pour ça que nous, on s'est attaché à avoir un peu des spécialistes dans chaque domaine. Donc, c'était ça, Big Data, Machine Learning, comme vraiment une source d'alpha. Et ça, c'est vraiment important pour nous parce que, comme je disais, notre objectif, c'est d'être soit un peu les CFM de la crypto, soit de façon plus objective, être des mini to sigma appliqués à l'univers de la crypto. Ça, c'est notre objectif. Et après, on a moins que d'autres, comme Napoléon, porté nos efforts sur tout ce qui est format d'investissement. Donc, ça a plus été avoir des managers qui permettaient aux uns et aux autres d'avoir une grande flexibilité parce que actuellement, on trouvait qu'il y avait un vrai enjeu il y a besoin d'avoir un niveau de réglementation et un niveau de qualité des services providers dans l'univers de tout ce qui est les gens qui vont faire les valorisations, etc., qui est très bas par rapport à ce qui se trouve dans les univers traditionnels. Typiquement, ce qui s'est passé avec VQR, qui était un des plus gros fonds crypto, où en fait les auditeurs
faisait un travail d'audit qui était à peu près équivalent à celui de Wirecard. C'est-à-dire, il prenait des snapshots des écrans et il disait, regardez, ça, c'est la valorisation de ma boîte. Et donc, en fait, on a assisté à beaucoup de choses qui, à mes yeux, font que le niveau pour tout ce qui est fonds de fonds, en fait, c'est assez dur parce qu'il n'y a pas encore tout l'écosystème qui est déjà prêt pour offrir aux investisseurs traditionnels le niveau de qualité auquel ils sont habitués. Et donc, les managed accounts, pour nous, c'était une bonne solution, de la même façon que des AMC, etc. Et donc, en fait, pour nous, il y a un vrai enjeu sur les produits, les formats d'investissement. Actuellement, on est sur le managed account. On espère pouvoir aller dans tout ce qui est notes, voire fonds. Mais pour nous, il y a encore un vrai enjeu parce que les gens qui vont certifier tout ça, ils sont pas encore au niveau auquel ils devraient être pour donner suffisamment de garanties aux investisseurs. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous. Et c'est pour ça que nous, on est plutôt très contents de tout ce que fait la DAN et tout ce que fait l'AMF et tout ce que fait Napoléon pour essayer de faire en sorte que cet univers soit moins un univers de cow-boy et soit un univers beaucoup plus propre, parce que c'est cette confiance qui permettra de faire en sorte que la blockchain, avec son absence de tiers de confiance, devienne un lieu de confiance et où les gens peuvent sainement investir. Et actuellement, ça, c'est un des enjeux pour nous majeurs. Et j'en profite pour remercier ce que fait Napoléon, ce que fait la DAN et l'AMF pour essayer de faire en sorte que ce soit un univers plus propre. Voilà. Pardon. Parfait, merci beaucoup Olivier. Donc on l'a vu, une activité au-delà de votre activité, je dirais, de propre à votre offre, un gros focus sur normaliser, l'approche par les risques, le réglementaire, et porter ces supports d'investissement au niveau de l'allocation, de l'investissement entre guillemets traditionnel, pour concourir à la légitimité des crypto-assets. Merci beaucoup, Olivier. Du coup, je vais maintenant passer la parole à Daniel. Les questions, si vous avez des questions, vous pouvez les enregistrer à droite de votre écran dans le volet questions à poser par la suite à chacun des participants. Je passe maintenant la parole à Daniel Ivanier, qui va nous faire découvrir, ou nous faire redécouvrir l'offre de Fragmos Chain. À toi, Daniel. Merci beaucoup Vincent et bonjour à tous. Alors je vais vous parler de quelque chose de assez différent de ce que vous avez entendu jusqu'à présent, puisque je vais vous parler du fonctionnement intime des banques d'investissement, des asset managers, des banques privées, des hedge funds, et notamment sur les dérivés. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que j'y ai passé 20 ans dans ce monde des banques d'investissement, et notamment les 10 dernières années à réduire les coûts. Et je dois dire, dans tous ces établissements-là, l'enjeu majeur maintenant, c'est de réduire les coûts davantage d'ailleurs que d'augmenter les revenus. Mais réduire les coûts, c'est difficile, et parce qu'il faut transformer le modèle opérationnel. Et pour ça, ça nécessite un changement de paradigme qui est l'amélioration de la collaboration entre les banques, l'amélioration, la transformation de leur façon de travailler en s'appuyant sur le digital et notamment en s'appuyant sur la blockchain, parce que la blockchain, au-delà d'être une simple technologie, c'est un outil de collaboration. À partir de là, on peut mettre le slide. Donc, voilà, très bien. Donc, pour ce sujet, on a créé Fragmos Chain il y a 2 ans et on a décidé de se concentrer sur la gestion post-trade des produits financiers les plus complexes, c'est-à-dire les dérivés de gré à gré. Alors, pourquoi ça? Parce que, ils sont complexes. Ils nécessitent, typiquement, pour les décrire, 150 données contre moins de 10 pour une action ou une obligation. Ils ont une durée de vie qui est longue. Il se passe des tas de choses. Et donc, leur gestion est lourde, complexe et très chère. Et en plus, le marché est gigantesque, parce que même si c'est un marché sur lequel les particuliers n'ont rigoureusement aucun rôle, c'est un marché uniquement inter-établissement financier, interbancaire, c'est 600 trillions de dollars de volume, c'est plusieurs dizaines de millions de transactions par an. Et leur gestion opérationnelle, donc leur gestion post-trade, c'est-à-dire ce qui se passe après le trade, après le moment où les traders font une transaction entre eux, c'est beaucoup de choses très variées. C'est les personnels, les staffs de middle office, des opérations, c'est-à-dire souvent plusieurs centaines de personnes
dans chaque banque qui font une myriade de tâches qui sont des réconciliations de données, des calculs de cash flow, des corrections d'écart entre contreparties. Et puis toutes ces tâches, elles sont en général manuelles. C'est pour ça que le post-trade sur ces produits, ça coûte typiquement 100 fois plus cher que pour d'autres produits, même relativement complexes. Et j'ai cité les dérivés listés. Donc, si vous prenez un dérivé de gré à gré, un dérivé OTC, comme un swap ou une option complexe sur equity, ou même un swap un peu complexe sur taux, ça coûte 100 fois plus cher à gérer qu'un dérivé qui est listé comme une option equity. 100 fois plus cher, typiquement, c'est $400 par rapport à $4. En plus de ce coût, vous avez des tas de risques opérationnels. Bon, c'est les mauvais bookings, c'est les claims en cas de paiement de coupons qui ne sont pas faits. Tout ça, ça induit des tas de pertes opérationnelles. C'est des ruptures de chaîne entre les banques et leurs clients ou entre banques. Ce sont des amendes liées au reporting réglementaire qui sont mal effectuées, qui sont incohérents entre les banques. Tout ça, ça coûte 8 milliards de dollars au niveau mondial. Ce sont des coûts et ce sont aussi des pertes d'opportunités en revenus. Alors, pour régler tous ces problèmes-là, évidemment, les banques ont mis en place des tas de projets, mais ce sont des projets d'automatisation qui sont à l'intérieur des banques. Et ce dont on manque aujourd'hui, ce sont des projets de collaboration, des initiatives de collaboration et donc des technologies qui permettent la collaboration. Et cette technologie, c'est en particulier la blockchain. Donc, de quoi il s'agit exactement? Donc, nous, on a développé chez Fragmotion une plateforme de gestion post-trade des dérivés, donc qui repose sur la technologie blockchain. Premièrement, les fonctionnalités, c'est quoi? Il y en a 4 principales. La première, c'est la création des transactions qui est effectuée en commun par les contreparties, par les banques, par les asset managers, par les banques privées. C'est-à-dire, une fois que les traders se sont mis d'accord, il s'agit d'enregistrer tous ces trades et d'être sûr que l'enregistrement est le même chez les deux contreparties, ce qui, en général, n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui pose tous les problèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, comment ça se passe? Ces contreparties voient les mêmes 150 données. Chacune peut corriger et chacune peut voir en temps réel les données de l'autre et voir en temps réel les modifications opérées par les autres. C'est ça qui est complètement nouveau. En plus, et tout ça grâce à cette technologie de la blockchain, on met en place des fonctions de réseau social. C'est quoi? C'est des notifications, c'est de l'alerting, c'est de la messagerie. Et puis, j'allais dire cerise sur le gâteau. Non, ça fait partie du gâteau. Tout ça, je vous ai parlé de validation opérationnelle, mais ça va plus loin que ça. C'est aussi une validation juridique, parce qu'on est dans un monde sur lequel il ne faut pas juste se parler et puis se mettre d'accord. Il faut que ces accords aient une validité juridique, c'est-à-dire qu'ils fassent foi devant un tribunal. Et la technologie blockchain permet justement d'avoir une telle validité contractuelle. Deuxièmement, donc je vous ai parlé de la création des transactions, ce qu'on appelle le trade matching en fait. Deuxièmement, on a tout ce qui est des événements sur ces transactions, parce que c'est des transactions qui typiquement durent 1, 5, 10, 50 ans. Bon. Donc ce sont des modifications, ce qu'on appelle les amendements, ce sont des exercices d'options, des terminaisons, bref, il y a plein de choses différentes. Et là c'est pareil, ce matching, on le fait sur les événements de la même façon que ce qu'on fait sur les transactions. Troisièmement, donc à partir de là, on a une golden source de données, vous voyez, qui fait foi. À partir de là, on peut faire des calculs de cash flow, parce que sur ces produits, tous les mois, tous les 3 mois, il y a des calculs de coupons typiquement à faire, et bien souvent, dans un tiers des cas, je vais faire mon calcul, ma contrepartie va faire son calcul, et on n'aura pas le même chiffre. Et il peut y avoir des millions d'écarts. Hein. Donc, il y a des réconciliations, ça prend du temps. Donc, il faut payer les gens qui font ces réconciliations, bien sûr. Hein. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et en plus, pendant le temps où on n'a pas payé, on peut se faire attaquer par la contrepartie. Bref, excusez-moi l'expression, c'est un bordel innommable. Parce que c'est vraiment ça. Bon. Donc, troisième chose qu'on fait, c'est que
on n'a plus besoin de réconciliation puisque les calculs sont automatisés grâce à la golden source. Et ça, c'est encore la blockchain. Et quatrièmement, il y a les reporting réglementaires. Les régulateurs en général sont assez mécontents parce qu'ils sont censés avoir les mêmes reporting sur la même transaction de la part des deux contreparties. Et c'est bien souvent, dans un tiers des cas, ce n'est pas le cas. Donc évidemment, les régulateurs derrière, ils rament pour essayer de réconcilier tout ça. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est des processus de synchronisation instantanée qu'on a inventés, sur lesquels on utilise la technologie, la plateforme blockchain, mais sur lesquels on met une couche de fonctionnalités de calcul grâce à la blockchain, grâce aussi au smart contract. Alors, pourquoi la blockchain? Bon, je crois que ça paraît assez évident une fois que j'ai dit tout ça, mais en première analyse, nous, on utilise l'aspect technologique de la blockchain plutôt que l'utilisation de nouveaux actifs de crypto. Donc, on utilise le fait que les échanges de données sont sécurisés, que les données sont immuables, bien entendu, que les données sont confidentielles, donc l'aspect privacy, c'est absolument essentiel pour des établissements financiers qui échangent des transactions confidentielles par nature. Personne d'autre ne doit voir les données, et surtout pas l'opérateur. Donc, Fragmotion, par exemple, ne voit pas les données de ses clients. Et puis, l'aspect smart contract, Simon décrivait le fait que ce soit bien adapté à des sujets complexes, c'est bien notre cas, où les workflows, les calculs qui sont par nature très complexes sur ces produits-là sont faits de façon automatique grâce à la technologie des smart contracts. On utilise aussi une blockchain privée, donc on n'utilise pas ni Ethereum ni Bitcoin, mais Corda, qui est technologie développé par le consortium R3 et qui est tout à fait adapté aux usages complexes sur les marchés financiers. Mais je disais par ailleurs que en première analyse, ce qu'on fait, c'est pas crypto. En deuxième analyse, ça le deviendra parce que on voit bien que ce qui existe aujourd'hui sur les dérivés classiques, on va dire, qui est le plus gros marché aujourd'hui, ça va arriver sur les actifs crypto à terme aussi. Et d'ailleurs, même l'été dernier, j'ai déjà eu un appel d'une boutique crypto de Londres qui me demandait ce que j'allais faire sur ce sujet-là. Donc, vous avez les dérivés sur les devises blockchain, le dollar contre Bitcoin, par exemple, les actifs tokenisés, et puis le volume, la variété, la complexité de ces produits-là va augmenter aussi, et on va passer un jour des actifs, enfin des dérivés classiques, je dirais, aux dérivés ou aux produits en général de crypto. Donc, la conséquence de tout ça, vous voyez, c'est une transformation profonde des modèles opérationnels des banques, mais ce qui est important, c'est que cette disruption, ça va être sans révolution, parce que l'intégration, elle est facile. Et grâce à cette intégration facile et rapide, ce qu'on donne, enfin ce qu'on propose aux banques, c'est une baisse drastique des coûts. C'est 50% de réduction des coûts sur ces sujets-là. Donc ça veut dire la baisse des coûts, la baisse des risques opérationnels aussi, liés aux erreurs de booking en particulier. Et grâce à ça, ces activités qui sont soumises à de fortes contraintes de rentabilité aujourd'hui, elles sont souvent sous-rentables, elles deviennent... Elles émergent au-dessus de la ligne de flottaison et elles deviennent rentables. Donc, c'est vraiment une question de vie ou de mort, en fait, pour ces activités. Et dernière chose, ce que vous voyez en bas à gauche dans le slide, c'est qu'on a créé une communauté d'utilisateurs. Donc, aujourd'hui, c'est essentiellement des établissements, des grands établissements français, banques, asset managers, compagnies d'assurance. En fait, ce qu'on a fait, c'est une initiative, vous voyez, c'est une initiative de place, en quelque sorte. Donc, c'est une initiative dans laquelle on construit avec eux la façon dont Fragmotion va résoudre leurs problèmes sur les dérivés. En fait, et je finirai là-dessus, ce qu'on bâtit aujourd'hui, c'est un monde dans lequel les tâches à faible valeur ajoutée sont simplifiées et automatisées, et les hommes et les femmes, ils vont garder les activités nobles et enrichissantes. Merci. Très bien, merci beaucoup Daniel. Donc on le voit aujourd'hui, pas forcément tout de suite les cryptos sur les dérivés, mais une offre et des solutions qui s'appuient d'ores et déjà sur la blockchain pour transpariser, et donc la blockchain, en tout cas la blockchain au service de la transparence, du réglementaire, de la réconciliation. Donc déjà le premier pas vers
le fait de légitimer encore plus ces technologies et leurs usages dans l'écosystème financier. Merci beaucoup, Daniel. Donc, toujours pareil, donc les questions peuvent être posées à travers l'interface de questions. Je vais maintenant passer la parole à Tanguy Le Calvez qui va nous présenter donc Going Invest, donc une proposition d'investissement obligataire basée sur des stratégies indicielles, les FUSEKI. Tanguy, à toi la parole. Le micro. Exact, le micro. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de vous présenter ma société et nos solutions d'investissement adaptées pour les actifs digitaux. Donc rapidement, pour me présenter, comme beaucoup d'entre nous ici, je viens aussi des marchés financiers traditionnels. J'ai passé une douzaine d'années chez BNP Paribas, et notamment en tant que structureur et trader de dérivés actions. Du coup, quand on a commencé à s'intéresser au marché des actifs digitaux, alors certes, on a été rapidement convaincu par le potentiel, notamment de leur de croissance de ces actifs, avec l'usage croissant des technologies de blockchain, comme on l'a vu pour les marchés financiers, je crois aussi beaucoup au marché de données, par exemple, et plein d'autres cas d'usage potentiels. En revanche, on a vite aussi vu que ces marchés étaient très récents, relativement inefficients, avec des problématiques de données, de disponibilité de données, de cohérence des prix sur les différentes places de marché, de manipulation des volumes de transactions, etc., etc. Et puis, des barrières réglementaires fortes à surmonter, notamment liées à l'anonymat des gens qui interviennent sur ces marchés et aussi à la sécurité des opérations et de la détention, liées à la détention des actifs digitaux. Donc, chez Going, et je veux bien du coup qu'on montre le slide. Alors, Clément, voilà. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais… Tout le monde voit le slide, c'était le temps de le monter. À toi, Tanguy, c'est bon. Voilà, donc notre métier chez Going, du coup, fort de ces constats, c'est de construire des stratégies d'investissement adaptées à cette classe d'actifs, mais aussi de construire des accès au marché et de pouvoir fournir à nos investisseurs des données de marché qui soient performants, en tout cas, qui soient en lien avec les attentes des investisseurs institutionnels qui ont l'habitude des marchés financiers traditionnels et d'un certain niveau de qualité sur la performance des outils de trading qu'ils utilisent et la cohérence des données qu'ils utilisent pour construire leur stratégie. Donc, on a l'innovation chez Going, c'est tout d'abord un accès au marché qui soit centralisé. Vous savez qu'il existe, on l'a vu tout à l'heure avec Simon, plus de 300 plateformes d'échange dans le monde. L'accès technologique à ces plateformes est aussi varié que le nombre de plateformes. Donc, il y a un travail colossal pour permettre à des investisseurs d'accéder de manière simultanée à ces plateformes et avec des outils qui répondent rapidement. Donc, c'est ce qu'on a fait au tout départ à la création de Going. On a construit un accès centralisé, un cockpit de trading, comme on l'appelle, et on a construit des accès donc, sur une sélection de places de marché qui nous semblent les plus liquides, mais aussi les plus réglementées et les plus sérieuses. Et à partir de ces accès, on a construit des algorithmes de passage d'ordre, la possibilité de mettre des automates de trading qui exécutent des stratégies. On est aussi capable de faire du trading haute fréquence. On passe des ordres en quelques dizaines de millisecondes sur toutes les plateformes sur lesquelles on est branché. L'autre complexité, c'est que on parle des marchés des cryptoactifs, mais comme dans le monde traditionnel, ces marchés sont séparés en différentes
en différentes places de marché. Donc, tout le monde connaît le marché spot. Donc, vous achetez directement des actifs, mais se sont développés des marchés parallèles qui sont le margin trading, le marché over the counter, et puis de plus en plus l'apparition de produits dérivés, d'abord des futurs, puis ensuite des produits des produits optionnels qui sont encore assez récents, mais pas très développés, mais tout ça arrive. On a aussi, à travers notre cockpit de trading, la capacité de gérer des spécificités propres à ce marché, puisque vous savez qu'on peut immobiliser des actifs digitaux, c'est ce qu'on appelle le stacking, de manière à donner de la force à un nœud pour faire fonctionner le consensus de blockchain. Il y a aussi des mécanismes d'airdrop. Vous recevez des actifs de manière un peu aléatoire en fonction des actifs que vous avez déjà en portefeuille ou de vos activités de trading. Et puis, avec le développement des produits dérivés, s'est développé un marché du prêt des actifs qui est assez dynamique aujourd'hui. Et nous sommes capables de gérer toutes ces activités à travers notre cockpit et surtout de valoriser toutes ces transactions en euros, de pouvoir fournir des reportings précis de toutes les opérations de marché qui sont réalisées sur les différentes plateformes, et donc la capacité de mettre toutes ces opérations en comptabilité et de pouvoir ensuite faire les déclarations fiscales qui vont bien. Et il y a beaucoup de travail. Enfin, c'est pas aussi simple qu'on veut bien le dire. C'est sujet à beaucoup de discussions et c'est quelque chose qui est très important pour des investisseurs institutionnels. L'autre brique technologique de Green, c'est la capacité, du coup, avec ses accès au marché, de collecter de l'information, de l'analyser et puis, sur cette base, de construire des stratégies d'investissement. Donc, la première chose, c'est que on ne travaille que sur un nombre limité de cryptoactifs. On disait tout à l'heure qu'il en existait 7500, même plus aujourd'hui. Nous, on travaille sur un univers d'une vingtaine de cryptoactifs parce qu'encore une fois, comme on l'a fait pour sélectionner les plateformes d'échange sur lesquelles on agit, on est très attaché à n'intervenir que sur des actifs qui ont, qui répondent aux exigences réglementaires imposées par les différents pays et notamment l'Union européenne. Donc, on travaille sur un panier d'une vingtaine d'actifs, on collecte de la data et on construit des stratégies d'investissement. On s'est dit que, étant donné la maturité du marché, on allait plutôt construire des stratégies d'investissement passives, donc qui consistent à investir sur des paniers d'actifs et à les garder et à être long only sur des périodes de temps longues, le temps que l'usage de la blockchain se développe dans la société réelle, parce que bon, il y a tellement de volatilité sur ces marchés, il y a des problèmes de liquidité. Là, on a assisté lundi dernier à un flash crash où les order books se sont totalement vidés. Donc, je trouve que c'est encore compliqué aujourd'hui d'aller vers des stratégies quantitatives qui soient très performantes. Mais bon, c'est bien que tout le monde… Voilà. Donc, nous, on est plutôt sur des stratégies indicielles. Et en parallèle, on a aussi, grâce à notre capacité de faire du trading haute fréquence, développer des stratégies d'arbitrage qui consistent du coup à acheter du Bitcoin contre l'Ether sur une plateforme et puis faire la transaction inverse sur une autre en profitant des écarts de prix et des inefficiences de marché qu'on constate encore aujourd'hui. Et puis enfin, un autre challenge, c'est de pouvoir coter, donner un prix à nos stratégies d'investissement en temps réel. Donc, on progresse tous les jours de ce côté-là. Aujourd'hui, on est capable de donner, de pricer nos stratégies, de publier un prix sur nos stratégies quasiment dans toutes les heures. Et puis, d'ici quelques mois, on sera toutes les minutes et ainsi de suite. C'est un des enjeux de pouvoir proposer des prix en temps réel sur des stratégies sur cryptoactifs. Donc voilà sur la partie technologique.
on a développé tout ça depuis 2017 et puis on a aujourd'hui un produit qui fonctionne bien et qu'on utilise en propre. L'objet, c'est pas du tout de proposer notre outil à des investisseurs tiers, c'est de l'utiliser en propre pour permettre à nos clients d'investir sur des stratégies d'investissement, donc les nôtres ou éventuellement d'autres qui seraient à discuter avec eux. Ce qu'on voit, c'est que depuis quelques mois, il y a un intérêt de plus en plus fort des investisseurs institutionnels pour cette nouvelle classe d'actifs. On en a parlé tout à l'heure, mais on a vu Tesla qui a acheté pour 1,5 milliard de Bitcoin, BlackRock qui développe aussi son desk de trading et qui commence à investir sur cette classe d'actifs, PayPal qui propose des paiements en actifs digitaux, et puis évidemment la SEC, la Banque centrale, tous les organes régulateurs qui regardent ces marchés de près et qui envisagent même de l'utiliser pour émettre des monnaies digitales gérées par les États. Donc il y a un intérêt de plus en plus fort, et donc l'enjeu c'est de permettre à ces investisseurs nouveaux d'investir sur ces marchés tout en sachant qu'ils ont des contraintes réglementaires fortes et des obligations de reporting, de comptabilité, de fiscalité qui sont fortes. Donc on a nos outils technologiques et puis on a aussi travaillé sur la possibilité du coup d'encapsuler nos stratégies d'investissement dans des instruments financiers traditionnels pour permettre justement à nos clients de mettre leur stratégie sur leur book et de pas trop être embêtés avec les difficultés d'accès au marché, etc. Donc on a pour le moment depuis début 2020, on permet à certains investisseurs, donc la cible, ce sont des investisseurs qualifiés institutionnels, c'est pas du tout le retail à ce stade. Et donc on a créé un émetteur de droit français qui émet des obligations indexées sur nos stratégies d'investissement. Donc cet émetteur est audité et est capable du coup voilà, c'est pas mal. Et donc, à travers ces stratégies d'investissement, on pense qu'il y a un vrai intérêt pour les investisseurs institutionnels de s'exposer à cette classe d'actifs qui est décorrélée des marchés financiers traditionnels, qui est probablement une classe d'actifs refuge dans un contexte inflationniste. Voilà. Très bien. Bon, très bien. Merci Tanguy. Donc, au-delà, alors ce qui est déjà très pointu, de l'accès aux plateformes, la centralisation, le cockpit. Donc, on voit bien une volonté de permettre aux instituts institutionnels, à travers l'émission d'obligations, de venir sur ce marché et finalement de pouvoir accéder sur des strates longues aux cryptos, je dirais, comme si c'était une obligation, entre guillemets, comme une autre. Exactement. C'est une innovation en termes de fonctionnel forte qui vous dénote. Je vais passer maintenant la parole à Arnaud de Napoléon. Du coup, on est un petit peu plus contraint par le temps. Arnaud, je t'en prie. Donc, Napoléon, alors je ne sais pas si je présente Napoléon Crypto, Napoléon Group. Napoléon, je te remercie. Je vais essayer de faire court. Alors, si tu veux, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Arnaud Dartois. J'ai cofondé le groupe Napoléon parce qu'en fait, il y a plusieurs entités fin 2016, courant 2017, avec deux autres cofondateurs, Jean-Charles Doudek et Stéphanie Fra, qui étaient les anciens gérants d'actifs, en fait, chez BNP Paribas. Et en fait, le groupe, il est né d'une vision à l'époque basée sur deux éléments. Un, que les cryptoactifs vont devenir une classe d'actifs à part entière et vont vraiment prendre une place à terme dans le portefeuille de tout investisseur institutionnel, et d'une deuxième partie que en fait la finance, et en particulier les marchés financiers, les marchés des cryptoactifs, où il y a énormément de données,
eh ben, il y a énormément de valeur ajoutée à appliquer les dernières techniques en termes d'analyse de données et y compris de machine learning. Donc, c'est cette vision-là, en fait, qui nous a amené, en fait, à créer le groupe Napoléon avec plusieurs entités et notamment cette volonté de s'inscrire dès le début dans un cadre réglementé parce que c'était exactement notre vision que émergeant en tant que classe d'actifs, la question n'était pas est-ce que les cryptoactifs vont émerger comme une classe d'actifs, mais plutôt quand. Bah, ça nécessiterait forcément un cadre réglementaire qui rassurerait les investisseurs institutionnels qui sont en fait ceux qui vont vraiment disrupter en fait les volumes et ce marché-là. Et ça c'est quelque chose qui est en cours. Là peut-être que tu peux mettre le slide, Clément, s'il te plaît. Donc voilà. Donc à partir de cette vision, en fait, on a décliné quelque part 3 branches d'activité pour adresser en fait 3 catégories d'investisseurs avec 3 catégories de contraintes différentes. Et donc la première que vous voyez à gauche, c'est en fait notre société de gestion agréée par l'AMF. Donc on a obtenu notre agrément en 2019 pour faire des solutions en fait basées sur les cryptoactifs et sur nos algorithmes d'investissement qui soient dans un contexte régulé. Donc aujourd'hui le cadre est relativement contraint. On a lancé fin 2019 le premier fonds professionnel spécialisé en Europe qui donne accès à l'exposition du Bitcoin via en fait l'investissement dans ce que vous connaissez peut-être, les contrats futurs sur le Bitcoin listé sur le CME, parce qu'en fait donc c'est une réplication quelque part synthétique mais paradoxalement ça a cet avantage pour les investisseurs institutionnels que justement ils ont accès à l'exposition du Bitcoin sans les problématiques, sans les risques opérationnels nouveaux que font émerger cette nouvelle classe d'actifs, à savoir notamment la conservation de ces cryptoactifs. Là, la conservation des cryptoactifs, c'est vraiment un sujet très problématique. C'est un peu le point d'achoppement sur les problématiques réglementaires actuellement. Et en fait, en réplication synthétique, on n'a pas du tout ce risque opérationnel. Et donc finalement, investir dans le Napoléon Bitcoin Fund, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est investir sur le Bitcoin sans contrainte autre que, enfin, c'est vraiment comme investir dans un produit financier classique sans les contraintes de cette nouvelle classe d'actifs. Donc c'est ça qui le rend intéressant. Et en plus, en termes de structuration, il est éligible au fonds de fonds UCITS, ce qui en fait aussi un véhicule extrêmement intéressant pour les investisseurs institutionnels, en fait. Et le fait d'être réglementé, c'est vrai que nous, ça nous projette. On est consulté on est consulté directement et via des groupes de travail au niveau des associations de place telles que l'AFG sur les nouvelles réglementations qui se mettent en place. Donc MiCA par exemple, qui est Market in Crypto Assets, qui est la future directive européenne qui va encadrer en fait tous les investissements dans les crypto-actifs. Là, on apporte notre pierre à l'édifice pour permettre à la réglementation à la fois de prendre en compte vraiment les spécificités de cette nouvelle classe d'actifs. Donc ça c'est assez important et puis ça ancre en fait tout le groupe dans toutes les procédures liées en fait à une société agréée, notamment les procédures en termes de contrôle et de conformité. On a à cet égard en fait un cabinet externe qui nous accompagne sur finalement toutes nos branches d'activité et pas seulement sur l'activité régulée. Et donc à côté de cette activité régulée, on a une activité là de gestion de portefeuille de cryptoactifs à destination d'investisseurs professionnels ou assimilés professionnels, c'est-à-dire pouvant mettre au moins à disposition un équivalent de portefeuille de 100 000 euros. Là, c'est une activité qui aujourd'hui n'est pas régulée, qui a un agrément optionnel permis par la loi Pacte, agrément que nous n'avons pas pour l'instant. On est en train de le mettre en place. Et dans cette branche d'activité-là, on propose à ces clients-là d'avoir accès à nos stratégies d'investissement, puisqu'on a des stratégies quantitatives d'investissement propriétaires qui permettent notamment de gérer soit la forte volatilité de ces cryptoactifs et en tout cas de gérer les objectifs de personnalisés en fait de nos investisseurs. Et par rapport à ça, pour peut-être expliquer un petit peu les différences qu'il peut y avoir avec les propositions telles que Goin et DeFi Labs, c'est vrai que nous on propose des solutions long only mais aussi long short, donc d'absolute return en fait, qui vise à générer de la performance de manière indépendante en fait de ce que va faire le sous-jacent. En fait, ce qui est vraiment important, c'est que le sous-jacent bouge beaucoup.
et ça c'est une particularité que vous connaissez des cryptoactifs, bah, ils ont une forte volatilité. Et en fait, quand il y a une forte volatilité, on a une matière première qui est très intéressante à travailler et qui permet justement du coup d'avoir derrière un profil de risk return très très intéressant. Enfin, quand je dis très très intéressant, c'est des profils de risk return qu'on ne voit pas dans les marchés financiers actuels. Bah, pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement on est au niveau de cette classe d'actifs dans une classe d'actifs vraiment émergente, et donc on est dans une phase temporaire où il y a énormément de volatilité, et c'est ça qui rend aussi cette classe d'actifs très très intéressante actuellement. Et donc ce type de produit s'adresse à des gens qui ont un portefeuille de crypto-actifs, et donc souvent ou qui veulent s'y exposer et qui ont un certain nombre de moyens, donc des high net worth individuals, des personnes fortunées, ou des family office, ou des entreprises. En fait, on est contacté par beaucoup d'entreprises qui veulent placer une partie de leur trésorerie. Et ça fait complètement sens. Autant ça fait pas de sens d'y mettre 100% de ses liquidités, autant y mettre 5 ou 10% de ses liquidités, être exposé sur cette classe d'actifs, c'est quelque chose qui fait vraiment du sens à ce niveau-là, en termes de diversification, mais aussi en termes de gestion du risque. On a émis un petit papier de recherche à ce sujet-là pour expliquer que paradoxalement, effectivement, des actifs tels que le Bitcoin à très forte volatilité, eh ben, sont des actifs avec un risque très concentré qui les rend, en fait, quand ils sont dilués dans des actifs moins volatiles ou même du cash, en fait, au global, on a un profil de risque qui est plus intéressant qu'un portefeuille classique. Grosso modo, pourquoi? Parce que si on schématise et qu'on dit que le Bitcoin a 100% de volatilité, ben, il ne peut pas perdre plus d'une fois sa volatilité. Or, n'importe quel actif financier, en fait, va au-delà, en termes des rendements négatifs, va au-delà d'une fois la volatilité. Et donc, ça, c'est une particularité du Bitcoin et des cryptoactifs de manière générale. Leur distribution de performance est vraiment shiftée vers les rendements positifs, ce qui les rend très, très intéressants, bien évidemment. Et puis, enfin, on a une dernière branche d'activité où là, c'est une plateforme SaaS, donc SaaS, Software as a Service, de location, en fait, je dirais, de solutions de trading bot. En fait, c'est une plateforme de copy trading de certaines de nos solutions d'investissement, de nos algorithmes d'investissement, plutôt directement sur les plateformes. Il suffit de s'abonner, on choisit. Donc là, c'est tout automatisé, il n'y a rien d'individualisé, c'est complètement automatique et ça permet notamment à une communauté d'individus, je dirais, détenteurs de crypto, d'avoir une partie de leur crypto qui soit gérée dynamiquement par ces algorithmes. En fait, c'était une demande puisque nous aussi, au niveau de Napoléon, on s'est financé historiquement via une ICO, donc c'est une Initial Coin Offering. C'est une levée de fonds en fait sur les marchés crypto et ça nous a en fait construit une communauté assez importante de particuliers qui désiraient avoir accès d'une manière ou d'une autre à notre R&D et c'est la manière qu'on a trouvée pour leur donner accès à ça. Donc voilà un petit peu, je dirais, notre proposition de valeur. Donc, je ne sais pas si ça reboucle à peu près aux questions que tu avais posées, Vincent, mais si peut-être que je vais remettre un peu l'accent sur qu'est-ce qui nous différencie. Bah, nos facteurs de différenciation, c'est cette R&D avec des algorithmes propriétaires plutôt de performance absolue. Donc, si vous voulez, c'est des algorithmes notamment qui permettent de passer à l'échelle. Donc, c'est pas des algorithmes typiquement d'arbitrage, comme l'évoquait Tanguy. Les algorithmes d'arbitrage sont beaucoup moins risqués, mais ont beaucoup moins de capacité. En fait, la capacité diminue avec le temps et avec les montants gérés. Et en fait, alors que les algorithmes qu'on propose, en fait, ont des capacités beaucoup plus élevées, puisqu'on reste aussi sur les coins les plus liquides. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pratique, si on gère 10 millions ou 100 millions ou 500 millions, on aura à peu près le même return. On va pas avoir une baisse du return parce qu'on gère 10 fois plus. Parce que ces algorithmes-là sont plutôt basse fréquence et sont sur simplement des suites de tendances et des retournements de tendance de marché et ne sont pas sur des opportunités, par exemple typiquement d'arbitrage, qui en fait disparaissent très très vite et correspondent à de faibles volumes. Donc ça, c'était important pour nous d'avoir des stratégies scalables pour faire grossir nos AUM sans perdre nos promesses de rendement auprès de nos investisseurs. Le deuxième point très très important qui fait qu'on est un groupe unique aussi, c'est le fait qu'on ait obtenu un agrément de gestion de français AIFM qui nous permet réellement à la fois
de parler avec les régulateurs pour justement travailler les nouvelles réglementations qu'ils vont avoir, mais aussi parler directement avec les investisseurs institutionnels pour leur packager des solutions qui aillent parfaitement dans les clous de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et en particulier, on a des capacités de structuration aussi qui nous permettent de les accompagner, notamment quand ils ont des contraintes type UCITS. Alors UCITS, c'est OPCVM en fait, pour avoir une exposition aux cryptoactifs. Et puis aussi, on est un des acteurs aussi historiques. Nous, on s'est lancé fin 2016, début 2017. Notre premier client live en managed account, donc il date de 2018. Ça fait plus de 2 ans en fait. On n'a pas eu de problème opérationnel ni technique important avec lui. Les marchés crypto, c'est des marchés qui tournent 24/7. Donc, on a une grosse équipe technique complémentée par une équipe aussi indienne qui surveille tout ça comme le lait sur le feu. Et jusqu'à présent, voilà, ça fait plus de 2 ans qu'on est live avec des clients externes, plus de 3 ans sur notre compte propre. On n'a jamais eu aucun problème. Et ça aussi, c'est une grande force parce qu'on a fait la learning curve quand même. Il y a plein de choses qu'on a découvert au fur et à mesure et on a appris. Et ça, c'est aussi un de nos gros actifs actuellement. Voilà, je pense que c'était le temps. Merci Arnaud. Effectivement, depuis votre labellisation, il y a maintenant 3 ans à peu près, votre offre a évolué, s'est structurée. Vous êtes un acteur assez, je dirais, différent. Enfin, vous capitalisez sur cette expérience et bravo à vous. Il y a un point, alors on n'aura pas le temps de revenir, mais la problématique de dépositaire que j'ai trouvé intéressante et de s'affranchir des problématiques de custodienne, où là, comme le disait Simon, en Europe, on a du retard. Il y a Japon, États-Unis, mais Europe, pour l'instant, pas de cette problématique forte et qui touche tous les acteurs de la blockchain. C'est ce problème de ne pas avoir de dépositaire qui est vraiment passé le pas chez nous. Merci Arnaud. Je vais répondre à la question de Florence Picard. L'article R&D, on va faire en sorte avec Arnaud de le publier via donc les actualités finance innovation ou les expertises, où on vous met à disposition des expertises qui traitent de la blockchain, de l'IA, du machine learning et de choses un peu poussées. Mais ce sera par la suite dans un deuxième temps. Je vais enfin passer la parole à Ayoub Benasseri, donc qui est cofondateur de Neo Invest. Donc pour sa dernière présentation axée sur votre activité, Neo Invest, et votre collaboration aux US. Ayoub, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup Vincent. Je vais me présenter tout d'abord. Je suis Ayoub Benasseri, je suis cofondateur de Neo Invest et CEO aussi. Et je suis de formation école d'ingénieur et j'ai travaillé chez un éditeur de logiciels pendant 7 ans qui s'appelle Murex, dans le monde de la finance et plus spécifiquement avec des banques d'investissement. Et pendant ce temps-là, on avait remarqué, je pense que les autres intervenants l'ont déjà mentionné, c'est que l'intelligence artificielle et le machine learning, au-delà du buzz, ça représente quand même une opportunité pour les asset managers et pour les banques d'investissement aussi. Ces opportunités, il faut les exploiter. Il y a 1 an, on s'est associé avec 3 autres cofondateurs pour créer Neo Invest. Alors, Neo Invest, c'est une plateforme pour aider les gestionnaires d'actifs à développer, concevoir et mettre en production des stratégies d'investissement qui exploitent ce qu'on appelle le machine learning. Cette plateforme, elle est intégrée et intégrante. Intégrée parce qu'elle permet de gérer toute cette chaîne de production d'algorithmes. Et intégrante parce qu'elle se plug facilement à l'écosystème du client pour le passage d'ordre ou pour la récupération des données, soit des données normales, soit des alternatives data. Et la plateforme permet aussi de contrôler pendant le run des algorithmes, ce qui se passe sur les algos avec une certaine transparence. Et ça, je vais revenir tout à l'heure sur cette transparence, parce que quand on parle de machine learning, en général, la voit comme, quand on l'applique au trading, la voit comme une sorte de black box, alors que ce n'est pas le cas. Quand on a les outils, et c'est ce qu'on essaie de faire avec notre plateforme, on arrive à comprendre ce qui se passe derrière chaque décision. Et ça c'est l'une de nos valeurs ajoutées chez Neo Invest. Et si on peut mettre le slide. Et pour recentrer un peu plus le sujet, ma présentation sur le sujet du webinaire, qui est celui des cryptos, je vais partager avec vous notre expérience avec une startup américaine qui est basée à Los Angeles, qui est en crypto et qui fait à peu près ce que Napbot
font, c'est-à-dire du social trading. Et ils proposent du copy trading à leur base d'utilisateurs soit via Telegram, soit via leur application directement, et en contrepartie des fees de ces utilisateurs-là. Et dans notre collaboration, on a travaillé sur 4 sujets. Le premier, c'était l'implémentation de nouvelles stratégies d'investissement, avec des techniques, bien sûr, de machine learning, en exploitant des alternatives data en plus des données de marché qu'on a récupérées. La validation de ces stratégies en backtesting et en paper trading, l'interfaçage de notre plateforme à leur application et le contrôle des algorithmes qui sont lancés en paper et live trading. Quand on a commencé ce projet, c'était il y a quelques mois, on voyait 2 avantages majeurs à travailler sur les cryptos que je mettrais dans 2 catégories, technologiques et fonctionnelles. Sur le point technologique, je pense que Olivier tout à l'heure l'a mentionné, quand on travaille sur des cryptos, les données sont beaucoup plus accessibles et on arrive à récupérer des données un peu plus granulaires que ce qu'on trouve sur les données traditionnelles. Et deuxièmement, on trouve tout à l'heure on parlait de la multiplication des plateformes d'échange de crypto. Il y a une communauté autour et qui développe des outils qui permettent de s'intégrer facilement et à ces frameworks. Je dirais, le coût d'entrée pour investir dans les cryptos, il est beaucoup plus faible que ce qu'on trouve dans le monde traditionnel. Et le dernier point sur le côté technique, c'est qu'il y a moins de legacy. Toutes les plateformes ont des API, on peut y accéder facilement, on peut envoyer des ordres plus facilement et ça représente un coût beaucoup plus faible que ce qu'on trouve dans le monde traditionnel. Et le deuxième avantage, c'est du côté fonctionnel. Tout le monde sait que les cryptos, c'est à caractère très spéculatif et très risqué. On avait beaucoup plus de liberté ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de liberté dans le développement des algorithmes et de prendre beaucoup plus de risques quand on développe ces stratégies-là. Bien sûr, on a mis en place une sorte de framework de contrôle de risque qui permet de ne pas dépasser certaines mesures de risque qu'on calcule après le run. Et pour au final arriver à mettre en place avec cette startup américaine, on a mis en place une sorte de chaîne de production d'algorithmes de trading qui se fait en 2 phases. La première phase, c'est une phase de recherche et développement. C'est là où on part d'une certaine hypothèse, on récupère des signaux et on développe l'algorithme en Python. En Python parce que c'est très rapide, très rapide à développer avec Python. C'est le langage quand même du machine learning et très facile à débugger aussi quand on a une plateforme qui est dans le cloud et qu'on écrit le code sur le cloud. Et une fois l'algorithme, pendant le développement cette durée de développement de l'algorithme, il y a une autre équipe technique qui s'occupe de développer des connecteurs parce que, comme tout à l'heure, j'ai mentionné les alternatives data. Dans le développement de nos algorithmes, on essaie toujours d'inclure beaucoup plus d'alternatives data quand on voit qu'il y a de l'intérêt. Là, par exemple, ces dernières semaines, on essaie d'inclure le tweet feed de Elon Musk, vu qu'il impacte beaucoup les marchés des cryptos, plus d'analyser aussi avec des techniques de NLP ce qui se passe sur le réseau social Reddit, parce que les deux, ça crée une sorte d'effet de groupe qu'on essaie de capter. Et du coup, on développe un connecteur pour récupérer ces informations-là, les traiter en dehors de notre plateforme et récupérer une sorte de signal qui essaie de mesurer l'impact de ces événements sur le cours des cryptos. Et une fois l'algorithme est développé, on passe à la période de backtesting et de validation. Et c'est là où je pense qu'il est très important de rappeler que les cryptos, c'est ultra volatile. Et en général, ce qu'on faisait avec les backtesting, c'est qu'on avait des périodes dans le passé dans le monde traditionnel, et c'était suffisant. Mais pour les cryptos, on a multiplié les scénarios. On a même retravaillé pendant des journées quand on voyait que la volatilité explosait pour essayer de ne pas faire des erreurs, parce que il nous est arrivé un jour de passer un algorithme, le premier algorithme qu'on avait développé, de le mettre en paper trading pendant 2 jours. Et on s'est rendu compte que ça a perdu 30% d'un coup. Et fort heureusement que c'était lié à un bug, mais le backtesting en général ne permet pas de capter des problèmes qu'on rencontre que quand on lance en temps réel, c'est-à-dire soit en paper trading ou live trading. Une fois cette phase de recherche et développement finie, on a comme
produit final, une sorte d'algorithme qui est développé, qui est prêt à être lancé en paper et live trading. Je rappelle que le paper trading, c'est quand on lance en simulé, et live trading, c'est quand on lance avec des vrais fonds. Et pour ces deux phases-là, il y a une valeur ajoutée dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celle de la transparence. C'est qu'on peut, quand on lance ces algorithmes et qu'on récupère en temps réel toutes les données nécessaires, soit les données de marché, soit les données alternatives, et qui arrive et que l'algorithme prend des décisions ou pas, cette transparence, elle permet de, plus concrètement, on peut comprendre ce qui s'est passé il y a 2 jours à telle heure, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'algorithme a pris une décision, on n'a pas pris de décision, et on arrive à rejouer les algorithmes dans le passé. Ça, c'est ultra important, surtout quand on utilise des algorithmes de machine learning, de comprendre, d'essayer d'expliquer chaque décision, peut-être les inclure dans des rapports réglementaires. Suite à ces 2 phases de recherche et développement et d'exploitation des algorithmes, on arrive avec une plateforme qui contient plusieurs algorithmes qu'on peut contrôler. On peut lancer en fonction des régimes de marché. On peut arrêter un algorithme quand on voit qu'il ne fait plus de return. Et on peut aussi augmenter les fonds au cas où. On peut moduler ces automatismes comme on veut. Et bien sûr, on a une vue de risque et une vue de performance qui est globale et qui peut être aussi récupérée par algorithme. Ça, c'est le produit final. Et pour conclure, et tout ça, c'est juste pour dire que nous, chez Neo Invest, on permet de faire toute cette chaîne de conception d'algorithmes de trading qui exploitent le machine learning, de la conception jusqu'à la mise en production, jusqu'au run en live trading. Et pour conclure, je pense que le monde de la gestion d'actifs est en train de se renouveler. Il y a beaucoup d'opportunités avec les cryptos et beaucoup aussi avec le trading algorithmique et encore mieux en combinant les deux. Et je pense que quand les acteurs veulent se lancer dedans, il est important de bénéficier d'outils robustes pour capter ces opportunités-là. Et aussi de dire qu'au-delà des buzzwords autour de l'intelligence artificielle et le machine learning, ces techniques représentent un intérêt majeur pour l'industrie de la gestion d'actifs. Et pour que ces acteurs puissent bénéficier de ces opportunités, ils ont besoin de plateformes soit intégrées, soit développées en interne, soit fournies par des acteurs comme nous. Et ces algos leur permettront de détecter des patterns qu'on ne peut pas détecter en général seulement avec des indicateurs de série temporelle ou des indicateurs statistiques. Et ça permet d'enrichir un peu plus et de renforcer les prises de décision des algos de trading. Je vous remercie. Je remercie Finance Innovation d'avoir organisé ce webinaire et tous les autres interlocuteurs pour leurs interventions. Et je reste disponible pour répondre aux questions. À toi, Vincent. Merci Ayoub. Merci à tous. Alors, on a largement dépassé l'heure prévue initialement. Je dirais, ceci est principalement dû à la clarté et la qualité de la présentation de vos activités respectives. Donc, on voit bien des acteurs de l'industrie autour ou directement dans l'investissement sur les crypto-assets avec une très forte, et ce depuis maintenant plusieurs années, je dirais même depuis carrément 2016, qui sont concernés par cette problématique de vraiment porter les le monde crypto au niveau du monde de l'investissement entre guillemets traditionnel. Vous intervenez tous d'une façon ou d'une autre sur cette chaîne de valeur. Je vois que les questions portaient. Donc il y a une question qui portait sur la DAN. On a largement dépassé le temps imparti. Vous pouvez donc, je pense, s'il y a. Alors, si je donnais la parole à chacun pour un dernier mot, on pourrait encore passer des heures et des heures ensemble pour présenter vos offres. Donc, si vous pourrez, à l'issue de cette présentation, contacter en direct ou via le pôle Finance Innovation les intervenants donc, de cette matinale crypto-asset embarqués dans ces nouveaux véhicules. Messieurs, je vous remercie pour vos contributions.
Vos decks, on pourra mettre à disposition les decks en fonction des retours de chacun. Normalement, je pense que ça devrait poser aucun problème et pouvoir... Ah ouf, on a quand même une dernière question. L'index Elwood, est-ce que quelqu'un veut prendre la réponse? Et je vous propose à l'issue de cette dernière question, vu qu'il n'y en a pas d'autres à venir aujourd'hui, si quelqu'un veut répondre en live, sinon on pourra faire une réponse en différé. Et à l'issue de ça, on va donc clore ce webinaire qui, je pense, a suscité pas mal d'intérêt. Quelqu'un qui souhaiterait répondre à chaud ou sinon ce serait une réponse a posteriori avec un peu de recul. Voilà. Je le découvre à l'instant, donc je préfère... Alors, donc Olivier, cette question, on verra par la suite en différé comment éventuellement qui se fera un plaisir d'y répondre. Et sinon, je reviendrai vers vous pour explorer plus ensemble ce sujet. Messieurs, merci à vous. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions, pas d'autres... voilà, Arnaud, fantastique. J'avais pas vu l'article, parfait. Écoutez, merci à vous, merci pour votre disponibilité et ces présentations très claires sur vos offres respectives. Donc d'autres, on aura l'occasion malheureusement d'organiser d'autres webinars. J'espère avoir le plaisir soit de vous inviter à nouveau en live, en vrai, en physique, au Palais Brognard pour une présentation broadcastée de l'évolution de vos activités. Mais bon, pour l'instant, donc le webinaire sera disponible en replay et les différents points soulevés seront répondus au vu de leur avancée en différé par les participants. Messieurs, merci à vous et du coup, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, à bientôt.